Je voudrais moi aussi remercier d'abord la ville de Collioure et aussi les organisateurs de ce colloque. Je suis très heureux, très honoré d'être ici et de vous parler en fait du climat et de la capacité que l'on a de prévoir son évolution. Vous avez entendu hier la présentation de Jean Jouzel qui vous a montré comment vraisemblablement le climat évoluera dans les prochaines décennies. Et évidemment, ses conclusions et sa présentation est basée sur un certain nombre de modèles mathématiques qui tentent de prédire, de prévoir en tout cas, ce que sera le climat de demain. Mais la question se pose de savoir si le climat est prévisible. Vous savez tous que prévoir le temps, par exemple, est possible pour quelques jours, peut-être quelques semaines. Et donc, on peut se poser la question de savoir si une prévision du climat à un siècle, par exemple, est possible, a un sens. Je vous montrerai que la réponse est positive, mais la question tout de même se pose. Et donc, nous allons revoir un petit peu comment on prévoit, comment on prédit, comment on fait des projections climatiques pour le futur et si, d'un point de vue méthodologique et statistique, cela a un sens. Alors, évidemment, le climat, c'est un certain nombre d'événements qui ne sont pas tous bien réguliers. Quand on voit les courbes de température qui augmentent, tout ça paraît être très doux, très régulier, mais ce sont aussi des événements extrêmes qui se produisent, des événements tels que par exemple les ouragans. Il y en a eu pas mal l'année dernière, qui ont d'ailleurs touché un certain nombre d'îles françaises dans les Caraïbes. Et en réalité, ces événements extrêmes montrent la richesse de la variabilité du système et donc de la difficulté de simuler dans des modèles mathématiques l'ensemble de ces processus. Mais c'est important parce que ces événements extrêmes sont en augmentation. Vous avez vu d'ailleurs une courbe similaire hier qui vous montre que, par exemple, les compagnies d'assurance qui tentent de rembourser un certain nombre de dommages ont maintenant de plus en plus de frais parce que la fréquence de ces événements extrêmes augmente. Alors, commençons peut-être par une petite perspective historique, mais ce que je voudrais surtout vous montrer, c'est que la Terre, c'est un système complexe et que nous allons devoir, nous modélistes, traiter la Terre comme un système interactif, complexe, non linéaire, un système qui se produit avec des surprises. C'est très loin de ces courbes très douces que l'on voit. C'est un système qui subit des chocs, qui subit des changements parfois rapides et parfois violents. Mais tout cela, c'est parce que la Terre est un système qui comporte l'atmosphère, l'océan, de manière générale le cycle de l'eau, l'hydrosphère, mais aussi la biosphère qui se trouve sur les continents ou dans l'océan. Et en fait, sous l'impact de la radiation solaire, de l'énergie solaire qui nous arrive, ce système entre en mouvement et nous devons tenter de l'étudier. Alors, je voudrais d'abord vous dire quelques mots sur la nature d'un système. Qu'est-ce qu'un système ? Comment devons-nous aborder un système pour le comprendre, mais aussi pour prédire son évolution ? Eh bien, un système est d'abord défini par ses composantes. Je vous ai cité certaines de ces composantes dans le système terrestre, par ses interactions, qui sont souvent mal connues, et là, c'est un des objets de la recherche aujourd'hui, c'est de bien comprendre ces interactions qui se passent à différentes échelles de temps dans le système terrestre. Il faut évidemment qu'un système soit, pour le définir, que l'on comprenne bien quel est l'environnement dans lequel il se situe. Dans le cas de la Terre,
c'est dans l'univers et c'est dans le système solaire, et donc il est influencé, ce système terrestre, par le Soleil, et puis la frontière qui distingue le système de son environnement. Et donc, la propriété la plus générale, la plus fondamentale d'un système, c'est vraiment l'interdépendance de ses parties ou de ses variables. Il faut comprendre ces interactions, et l'évolution de la plupart des systèmes physiques est souvent décrite par ce qu'on appelle des modèles mathématiques. On va parler un petit peu des modèles mathématiques. On va essayer de se poser la question, qu'est-ce qu'un modèle? Peut-on faire confiance aux modèles? Je connais un livre qui s'intitule « Les modèles sont-ils des modèles à suivre ?» C'est véritablement la question que l'on va se poser. Alors, on va regarder un peu historiquement comment les choses ont évolué. Pierre-Simon Laplace, scientifique français du XIXe siècle, a d'abord posé le problème, suivait évidemment la période dominée par les découvertes de Newton, disant que si l'état d'un système est connu à un moment donné, et si les lois dynamiques qui affectent ce système, qui déterminent ce système, sont bien établies, alors tous les états passés et futurs du système peuvent être déterminés de manière rigoureuse. Donc si je sais ce qui se passe maintenant, je peux prédire ce qu'il se passera demain, mais aussi, dans son esprit évidemment, à bien plus longue échéance dans le futur. C'est la conception déterministe. Elle est aussi d'ailleurs partagée par le naturaliste allemand ou prussien, disait-on, Alexander von Humboldt, qui dit qu'en fait la structure de l'univers peut être réduite à un simple problème de mécanique. On peut donc, comme tout problème de mécanique, déterminer son évolution. Alors, qu'est-ce que c'est vraiment un système déterministe? Et comment peut-on peut-être l'opposer à ce qu'on appelle un système stochastique? Donc, un système déterministe, je le répète, il est un système qui est entièrement déterminé si les conditions initiales sont connues, et évidemment aussi les lois qui déterminent le comportement du système. Par exemple, la chute d'une pomme. Si vous voyez la pomme qui tombe, vous pouvez calculer sa vitesse en fonction de sa chute. L'évolution de la trajectoire d'une planète autour du Soleil, par exemple, ce qu'on appelle le problème à deux corps, sont des problèmes totalement déterministes et déterminés. Mais on a également des systèmes stochastiques, c'est-à-dire des systèmes qui sont dominés par des processus aléatoires qui ne peuvent donc pas être prédits, mais dont on espère que la probabilité de l'évolution du système peut être, elle, connue. Et par exemple, l'évolution de la bourse, je pense que personne aujourd'hui n'est capable de prédire, bien qu'on connaisse les conditions initiales, celles d'aujourd'hui, ce que sera la bourse de demain. Le processus est extrêmement stochastique. En fait, l'évolution d'un système est en général décrite par une trajectoire. Nous avons nous-mêmes, nous sommes un système, nous évoluons dans la vie le long d'une trajectoire, la trajectoire de notre vie. Dans un système physique, il y a différents types d'évolution. Celles qui convergent vers la même solution, ce qu'on appelle un attracteur. Dans ce cas, le système est prévisible. Mais il y a des systèmes où on n'arrive pas à trouver cette convergence. Au contraire, toute trajectoire qui débute par une condition légèrement différente se met à diverger et donc le système est chaotique. C'est le cas par exemple de la prévision du temps, la prévision météorologique. Il y a là, évidemment, nous connaissons les conditions initiales, nous ne les connaissons pas parfaitement, mais nous les connaissons tout de même. Et en réalité, le système est chaotique, il ne va pas converger vers une solution, il va au contraire diverger dans le futur, je vais vous le montrer dans quelques secondes.
Et c'est la raison pour laquelle un système de ce type ne peut pas être entièrement déterminé à très long terme. Alors, il y a des gens qui ont travaillé sur ces processus, et là, je vais simplement citer Henri Poincaré, qui a joué un rôle fondamental dans l'étude des comportements des systèmes chaotiques. Et l'atmosphère, bien qu'elle soit déterministe, elle est tout de même chaotique. Alors, je vais vous montrer, parce qu'à un moment donné, ce météorologiste du MIT aux États-Unis, en 1963, il essayait de résoudre les équations de la convection, de la météorologie, et ces équations qui sont indiquées là sous une forme un peu conceptuelle. Il a essayé de les résoudre sur son petit ordinateur de l'époque. En 1963, nous n'avions pas les grosses machines, on utilisait encore comme entrée de données des bandes de papier. Il a réalisé sa prédiction, et puis il est parti déjeuner. Et il est revenu et il s'est dit, tiens, je vais repasser mon programme. Mais il s'est trompé, il a tapé une petite erreur dans ses conditions initiales. Il a constaté que sa nouvelle solution, alors que les conditions initiales étaient pratiquement les mêmes, à la petite décimale près, qu'en réalité, il trouvait une solution totalement différente. Et ça, c'est Lorentz qui a montré que le système météorologique était chaotique. Alors, je vais vous montrer, on va faire une expérience. Je m'excuse pour la qualité de cette image, mais vous voyez en réalité que nous allons démarrer notre intégration des équations de Lorentz en partant du point que voici. Ce point est caractérisé par 3 variables, x, y, z, c'est sa position. La variable, les deux variables seront, les conditions initiales des deux variables seront les mêmes, sauf que on mettra une petite perturbation sur un des deux éléments de départ. Et nous allons intégrer et voir comment ces deux trajectoires vont évoluer. Les 2 points que vous voyez là sont 2 solutions probables vers lesquelles le système pourrait évoluer. Et vous voyez que à la fois la solution rouge et la solution bleue, au départ, évoluent vers le même point, mais vous voyez aussi qu'il n'y a pas de convergence, qu'en réalité, on tourne autour du point, et vous allez voir qu'après un certain temps, les 2 solutions vont se différencier, la rouge et la bleue vont se différencier. Vous voyez effectivement que, d'abord, on converge vers 2 attracteurs qui sont là, et en réalité, vous allez voir maintenant la séparation des 2 solutions, la bleue et la rouge, ce qui montre qu'après un certain temps, un système qui est au fond là une représentation du système météorologique va évoluer vers 2 solutions différentes qui dépendent uniquement de la petite erreur que l'on a eue en précisant la condition initiale du système. Et donc, je vous montre ça ici de manière plus claire, il y a 2 solutions au système. Ce qu'on peut voir là-dedans, ce qu'il faut retenir, c'est que le comportement de ce système est fortement influencé par le choix des conditions initiales, et une petite erreur sur la condition initiale est déterminante pour connaître l'évolution du futur. Alors, évidemment, on peut se poser la question en météorologie, immédiatement. Nous ne connaissons pas parfaitement les conditions initiales. Il y a une erreur parce que les mesures de la situation météorologique ne sont pas parfaites, celles d'aujourd'hui. Et donc, cette erreur dans nos prévisions du temps, cette erreur dans notre condition initiale, va déterminer en fait une limite de la prédictabilité du système à un temps qui est de l'ordre peut-être d'une semaine ou l'autre. Alors, nous allons dire un mot maintenant sur les modèles mathématiques, parce que quand nous travaillons sur la prévision du temps, nous utilisons aujourd'hui des modèles mathématiques. Qu'est-ce qu'un modèle mathématique?
Alors, j'aime bien montrer cette photo de Magritte et la pipe qu'il a dessinée, mais qu'a-t-il écrit en dessous de cette pipe? Il a dit « Ceci n'est pas une pipe ». Non, ce n'est pas une pipe, c'est une représentation d'une pipe, ce qui est très différent. Et c'est exactement ce qu'est un modèle. Le modèle n'est pas la réalité, mais c'est une représentation de la réalité. Et en fait, un modèle, c'est en réalité une structure qui est utilisée pour représenter un ensemble de phénomènes sur lesquels certaines relations existent. C'est donc en réalité un programme informatique, bien souvent, qui va permettre de représenter dans une certaine mesure un système existant, mais on distingue différents types de modèles. Il y a d'abord évidemment les modèles conceptuels qui sont très abstraits, très idéalisés et qui contribuent souvent au développement de nouvelles théories. Puis il y a les modèles détaillés qui tentent de reproduire le plus fidèlement possible l'évolution d'un système. C'est le cas évidemment des systèmes météorologiques où on essaye de représenter non seulement ce qu'il se passe, mais ce qu'il va se passer dans le futur. Donc, les modèles permettent de tester des hypothèses, de mettre en lumière des manquements de la théorie en les confrontant les résultats avec l'observation. Alors, disons un mot sur la prévision du temps. Maintenant que nous avons vu combien il est difficile de représenter un système tel que l'atmosphère, justement parce qu'il dépend d'une connaissance absolument précise de la situation initiale. Cette connaissance, nous ne l'avons pas. Mais là aussi, les choses ont évolué dans le temps. D'abord, au début du XXe siècle, le météorologique norvégien Bergnes indique, lui, il a une vue très déterministe, et non pas la même vue que Lorentz, il a encore la vue de Newton, si vous voulez, qui dit, eh bien, que si nous connaissons les valeurs aujourd'hui de la météo, eh bien, on peut prévoir l'état de l'atmosphère de demain. Alors, en fait, pendant la guerre 14-18, Richardson, qui était un Anglais, ambulancier, pendant la guerre 14-18 et qui avait un peu de loisir de temps en temps, s'est dit, moi je vais en fait appliquer la vue de Bjerknes et je vais essayer de faire la première prévision météorologique en utilisant un modèle mathématique. Cela n'avait jamais été fait. Qu'a-t-il donc fait? Il a quadrillé l'Europe, partie de l'Europe, par une grille. Il avait des informations par des stations météorologiques en un endroit donné, quelques informations très imprécises, beaucoup d'endroits où il n'avait pas d'informations, il ne connaissait donc pas vraiment sa condition initiale, et il a tenté de résoudre les équations qu'on résout aujourd'hui dans les ordinateurs, mais à l'époque, de le faire à la main. Il a essayé de faire une prévision pour les 6 heures à venir. Comme il le faisait à la main, et que c'était compliqué, il y a travaillé pendant 2 ans. Évidemment, s'il faut 2 ans pour faire une prévision pour les 6 prochaines heures, on n'a pas encore déterminé la rentabilité ou l'efficacité du processus. Mais il a tout de même, c'était le premier, il a fait ça avec son crayon, il a d'ailleurs dit, mais en réalité, ce dont j'aurais besoin, c'est d'une armée de gens, de les mettre dans un théâtre. Vous voyez, ceci, c'est un théâtre avec des gens qui calculent en parallèle et résout les équations en parallèle, et quelqu'un ici, au milieu, qui est une espèce de chef d'orchestre qui fait passer les calculs. Il avait en fait déjà cette idée du calcul en parallèle que font aujourd'hui les ordinateurs, sauf que l'ordinateur, c'était une série de personnes qu'il avait envisagées, et voilà donc sa grille, ça c'est son document initial. Bon, le problème de Richardson, c'est que sa prévision était complètement fausse. On sait pourquoi aujourd'hui, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il a fallu attendre l'arrivée des ordinateurs, et en particulier aux États-Unis au début des années 50. Voici l'ENIAC,
le premier ordinateur électronique après la guerre qui a été établi et qui a permis à un météorologiste du MIT qui s'appelle Julie Charney et un mathématicien américain mais d'origine d'Europe de l'Est, John von Neumann, d'essayer de refaire le calcul de Richardson, mais de le faire sur cet ordinateur. Voilà les deux protagonistes du calcul. Et vous voyez qu'à l'époque, évidemment, les ordinateurs, ce n'était pas tout à fait comme aujourd'hui, mais tout de même, ils sont arrivés à faire une prévision déjà du système atmosphérique, et c'est peut-être le premier modèle qui a quand même fonctionné et qui est aussi d'ailleurs à la base des modèles climatiques un peu plus tard. La question était donc de savoir si on connaissait avec précision les conditions de départ. Et l'idée est alors arrivée de faire ce qu'on appelle des prévisions probabilistes. Supposons que la condition de départ soit celle-ci. Je calcule ma trajectoire météorologique pour arriver peut-être ici, qui est donc la prévision qui correspond à cette condition de départ. Mais il y a une erreur, je ne connais pas bien ma condition de départ. Et donc, je dois considérer en réalité qu'il y a une certaine erreur, il y a un certain flou sur la connaissance de ma condition de départ, et je dois voir si je change un petit peu mes conditions initiales, que va-t-il se passer? Eh bien, je vais couvrir en fait non plus un seul point, mais en réalité, je vais voir que selon l'erreur de départ, je vais avoir une possibilité très large de prévision du temps. Et donc, je vais devoir faire une prévision probabiliste. Mais évidemment, mon objectif pour améliorer la précision de ma prévision, c'est de mieux connaître mes conditions de départ. Et là, tout l'effort des météorologistes a été d'essayer de mieux mesurer les situations de départ. Et les satellites, l'arrivée des satellites a évidemment permis de faire des progrès. En particulier, il y a aujourd'hui des techniques d'assimilation des données qui sont très élaborées. Je voulais vous en dire un mot, mais je pense que dans l'intérêt du temps, je vais simplement vous montrer le résultat ici. Voilà par exemple une prévision probabiliste des précipitations au Royaume-Uni. On part avec différentes conditions limites. On trouve un certain nombre de réalisations possibles de la météorologie un peu plus tard, un jour plus tard par exemple. Et donc ce que l'on donne aujourd'hui à la radio, à la télévision, c'est plutôt une probabilité. Non plus, on ne vous dit plus exactement « il va pleuvoir », mais on va vous dire la probabilité qu'il pleuve est de 50%, 30%, 40%, 50%. Et donc tout cela... Qu'est-ce qui se passe? Et donc, grâce à cela, aujourd'hui, grâce à l'assimilation de données de plus en plus précises, en particulier comme condition initiale des prévisions, vous voyez par exemple que la prévision météorologique s'est fortement améliorée en fonction du temps. Voilà par exemple la prévision à 3 jours. Le degré de succès de cette prévision est aujourd'hui de 95%. Il était peut-être de 80% dans les années 80. Ça, c'est la prévision à 3 jours. Ça, c'est la prévision à 5 jours, à 7 jours, à 10 jours. Et vous voyez aussi d'ailleurs, ça, c'était la condition de succès des prévisions dans l'hémisphère sud, celle-ci dans l'hémisphère nord. En réalité, aujourd'hui, ces deux courbes se sont rejointes parce que, justement, on dispose de satellites qui nous donnent des informations sur l'état initial du système, à la fois dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud. Et je crois qu'on a fait des progrès vraiment remarquables en prévision du temps. Et je vais vous montrer maintenant une prévision du temps faite par le Centre européen de Reading. Et puis, à côté, vous allez voir, en fait, la mesure par les satellites. Et vous pouvez les comparer. Ceci, c'est la prévision. Ça, c'est la réalisation observée par satellite. Vous voyez qu'il y a beaucoup de similitudes,
aujourd'hui, la prévision arrive à être extrêmement précise et nous apporter des informations dans toutes les régions du monde qui sont de plus en plus crédibles. J'en arrive maintenant au climat et je me pose la question, puisque nous avons vu qu'on peut prévoir le temps à peu près à 2 semaines d'avance, mais qu'en est-il du climat? Bon, d'abord le climat, le problème est arrivé sur la table par différentes choses, mais ce qu'il faut retenir peut-être, c'est que ce scientifique suédois était très concerné par le fait qu'on allait peut-être retourner vers une période glaciaire. Et quand on habite en Suède, évidemment, on peut être inquiet de savoir qu'on va revenir vers une période glaciaire, et il s'était posé la question de savoir si c'est le cas. Y a-t-il un moyen de contrecarrer le refroidissement attendu à un moment donné? Et en 1896, il s'est dit, mais si l'on brûle le charbon qui se trouve dans nos mines, nous allons émettre dans l'atmosphère suffisamment de CO2 que pour contrecarrer ce refroidissement attendu. Donc, à l'époque, 1896, Arrhenius considérait que l'effet de serre qui avait été découvert par Fourier était un moyen, en fait, de sauver la planète. On a évidemment une vision aujourd'hui très différente. Alors nous allons essayer non pas nécessairement de prédire le climat, parce que nous ne pouvons pas prédire de manière au-delà de 15 jours, 3 semaines, l'évolution de l'atmosphère en particulier, mais nous allons essayer de voir comment un système qui est déterminé, non pas tellement par ses conditions initiales, mais en réalité par l'apport d'énergie qui vient du Soleil, par les interactions entre l'atmosphère, l'océan, la biosphère, la végétation, comment ce système va réagir à un changement de certaines conditions qui existent. Alors, je dis, si le temps n'est pas prévisible au-delà de 2 semaines, comment pouvons-nous prévoir le climat? Eh bien, nous ne pouvons pas prévoir le climat ou l'état futur de l'atmosphère à des horizons qui sont, par exemple, de 10 ans ou de 300 ans, comme on le fait souvent, mais nous pouvons réaliser plusieurs simulations avec des conditions de départ légèrement différentes ou avec différents modèles et en déduire une information probabilistique qui nous donne des informations crédibles sur l'état futur du climat. Et ce sont ce genre de projections que vous avez vues hier. Nous pouvons projeter dans le futur, par exemple, la moyenne des grandeurs climatiques, comme par exemple la température moyenne, pour différents scénarios d'émissions des gaz à effet de serre. Donc notre méthodologie ne sera pas la même que celle utilisée par les météorologistes. Nous allons donc, par exemple, utiliser des scénarios d'émissions. Ici, vous voyez à votre gauche l'émission du CO2 selon 4 scénarios. Le scénario le plus catastrophique, mais qui est aussi d'ailleurs très proche du scénario qui se produit. Et puis des scénarios plus raisonnables pour l'effet du climat qui sont indiqués ici. Et de ces émissions, on en découle l'évolution de la quantité de CO2 dans l'atmosphère, dans ce cas-ci, sur ce graphique jusqu'en 2050. Et puis on introduit cela dans des modèles qui sont des modèles couplés de l'atmosphère, comme les météorologistes les utilisent, avec des modèles d'océans qui sont donc couplés, des modèles du continent et de la biosphère. On part avec une condition initiale, et vous voyez ici, par exemple, l'évolution de ces modèles. On est parti avec énormément de conditions initiales différentes, et vous voyez que l'on a des réalisations très très différentes. On a fait énormément de ces simulations, on a beaucoup de réalisations, et donc on va calculer la moyenne de l'ensemble de ces réalisations, et c'est ce que nous appelons les projections climatiques pour le futur. Et vous en voyez 2 ici, l'une qui est le scénario le plus catastrophique, et puis un autre scénario qui est ici, et qui nous montre
que, par exemple, en 2100, la température sera comprise, voilà, la barre de variabilité possible, ce sera une de ces températures-là, mais en moyenne, et c'est cela que l'on utilisera pour convaincre en particulier les responsables politiques, on prendra la valeur moyenne, mais cette valeur moyenne fait l'objet d'une variabilité, d'une incertitude qui est tout de même assez importante. On va vous montrer que dans ce cas-ci, par exemple, en 2100, nous passons à environ, je crois que c'est 9 degrés, mais ça pourrait aussi être 5, comme ça pourrait être 14 ou 13 degrés. Donc, voilà comment l'on travaille aujourd'hui. Et je vais vous montrer ici un calcul, un modèle, qui est en fait un ensemble de réalisations. Encore une fois, on a fait beaucoup de simulations, on est parti avec des conditions initiales légèrement différentes pour avoir toutes ces réalisations, et puis on cherche la valeur moyenne. Nous évoluons ici avec deux scénarios. Le scénario 2.8, qui est le scénario qui nous permettra de rester en dessous de 2 degrés en moyenne, et le scénario qui est proche du business as usual, qui est ici à droite. Et vous voyez qu'on a dans ce cas-là deux mondes très, très différents, avec des températures, des variations de température qui sont importantes, surtout importantes dans les régions polaires, comme vous l'avez entendu hier, où les effets de température commencent d'abord par se manifester au-dessus des continents en particulier. Et puis, ce qui est intéressant aussi, si vous êtes intéressé de savoir pourquoi, au-dessus de l'océan de l'Atlantique Nord, nous ne mesurons pas, nous ne prévisons pas ce type de réchauffement. Et vous revoyez ici les deux scénarios. On peut aller plus loin, regarder ce que serait l'évolution de notre température maintenant, bien au-delà de 2100, mais jusqu'en 2300, car les choses ne s'arrêtent pas en 2100. Vous voyez que si on continue sur le scénario actuel, business as usual, on arrive à une variation de 8 degrés à peu près de changement climatique, ce qui est évidemment très très important. Alors on peut regarder aussi, par exemple, comment l'océan va évoluer, parce qu'il n'y a pas que la température, il y a aussi les continents, les océans et la variation des courants océaniques. Les modèles aujourd'hui arrivent à représenter avec beaucoup de détails les courants océaniques, la variation de la température, par exemple, de l'océan, et bien d'autres aspects aussi, évidemment, qui sont à prendre en compte. Voilà. Alors, quelles sont les conséquences pour notre société? Eh bien, d'abord, les projections du changement climatique qui résultent de l'effet des gaz de serre ont fourni la base scientifique pour les décisions politiques. On a parlé de l'accord de Paris, mais l'accord de Paris n'a été possible que parce que les scientifiques ont apporté la base scientifique qui était nécessaire. Et moi, je dis toujours, c'est un grand succès pour la recherche scientifique d'avoir pu convaincre, même si cela a pris un certain temps, les responsables politiques. Et donc, l'accord de Paris nous demande de garder la température moyenne de la Terre, le réchauffement moyen à moins de 2 degrés. Et nous avons vu hier que cela était évidemment un défi, qu'il s'agissait de prendre des mesures très rapides, et bien entendu, c'est de ces mesures aujourd'hui que l'on discute. Et là aussi, moi, comme Jean Jouzel, je ne suis pas très optimiste parce que je vois bien qu'après avoir signé un accord, on a l'impression qu'on a réglé les choses, mais en réalité, l'accord, ou en tout cas ce que les Américains appellent les commitments, c'est-à-dire les engagements des différentes parties, ne nous permettent pas aujourd'hui d'aller même à 2 degrés, ou même peut-être en dessous de 3 degrés. Il faudra qu'il y ait un nouveau souffle dans ce problème pour que l'on arrive à des résultats. Alors, je voudrais encore dire un mot, mais je voulais parler des prévisions à courte échéance, parce que vous avez vu à tout instant des prévisions, des projections plus exactement, à peu près pour 1 siècle, ou pour 2 siècles, ou pour 3 siècles. Mais ce qui est intéressant, c'est quand vous parlez avec des responsables économiques, ils vous disent « mais vous savez, nous, ce n'est pas tellement ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce qui va se passer dans les 10 prochaines années. »
Aurons-nous des hivers chauds, des hivers froids, des hivers humides? Pourriez-vous essayer de faire un effort pour essayer de prévoir vraiment ce qui va se passer dans 1 an, dans 2 ans, ou même à la limite dans une saison? Par exemple, l'industrie touristique serait très intéressée de savoir, au sport d'hiver, cet hiver, aura-t-on beaucoup de neige ou peu de neige? Je suppose qu'ici à Collioure, on souhaiterait savoir ce qui va se passer l'été prochain. Et donc aujourd'hui, l'effort des scientifiques n'est plus tellement de regarder ce qui va se passer à très long terme, parce que nous pensons que le problème est maintenant bien connu, bien résolu, mais c'est au contraire d'essayer de voir ce qui va se passer à plus court terme. Et en fait, si on veut regarder ce qui va se passer à plus court terme, il faut regarder des forçages qui sont un peu différents des émissions de CO2. Bien sûr, il reste les émissions des gaz à effet de serre, il y a aussi la pollution, et en particulier les aérosols, les changements de l'activité solaire interviennent, et puis finalement, les éruptions volcaniques, et il faut prendre en compte la variabilité naturelle du système. Et là, nous avons des éléments qui nous permettent de comprendre, ou en tout cas de prédire ce qui va se passer d'ici 1 ou 2 ans. Si nous avons un événement comme El Niño qui se présente, eh bien, nous savons, parce que nous avons eu beaucoup d'El Niño dans le passé, comment le système pourra vraisemblablement réagir. On doit donc comprendre la variabilité naturelle de la circulation atmosphérique et en particulier, voilà quelques éléments de variabilité qui sont purement naturels. El Niño, ce grand cycle qui se produit toutes les quelques années. Il y a une variabilité, par exemple, à l'échelle de 10 ans dans le Pacifique. Il y a ce qu'on appelle l'oscillation nord-atlantique qui détermine véritablement le temps en Europe, selon que vous avez des hivers froids, des hivers chauds, fort liés à cette oscillation dynamique dans l'atmosphère. Il y a d'autres oscillations de ce type, et en particulier, voilà ici, par exemple, une espèce d'index qui représente cette oscillation dans l'Atlantique Nord, avec, vous voyez très bien que quand on est dans une phase, l'Europe du Nord est froid et sec, l'Europe du Sud est chaude et humide, c'est probablement ce qui s'est passé l'hiver dernier, et puis vous avez l'inverse qui peut se produire. Et donc nous avons dans le système dynamique des éléments qui nous permettent de prévoir comment le temps se passera de manière statistique, évidemment, pas jour après jour, mais qui se passera dans les 6 mois ou peut-être dans l'année à venir. Et tout l'effort aujourd'hui de la communauté climat, c'est d'essayer de prévoir à court terme, c'est plus difficile qu'à long terme, mais de prévoir à court terme comment le temps, le climat va se produire. Alors je voulais encore vous dire quelques mots sur un autre aspect, c'est la qualité de l'air. C'est un aspect qu'on a un peu oublié, mais en réalité, l'Organisation mondiale de la santé nous dit qu'à peu près 3,5 millions de personnes meurent prématurément de maladies qui sont engendrées par une mauvaise qualité de l'air. À cela s'ajoutent aussi 3 ou 3,5 millions de personnes qui meurent d'une mauvaise qualité de l'air qui est liée à l'air à l'intérieur des maisons. Donc un total de 7 millions de personnes. Mais si vous prenez uniquement la qualité de l'air, voici ici la Nouvelle-Delhi, il n'y a pas très longtemps, 2017, vous voyez que la qualité de l'air n'était pas excessive. En réalité, la révolution industrielle a engendré ces problèmes et si vous regardez comment les choses se sont produites, eh bien, la propagande de l'époque montrait une économie et une industrie qui étaient dynamiques, mais le résultat des courses, c'est qu'aujourd'hui, dans des pays comme la Chine, la qualité de l'air n'est pas très bonne. Et vous voyez des scènes telles qu'on les voit aujourd'hui. Si vous allez à Hong Kong, vous avez ici les bâtiments sur l'île de Hong Kong, et pour faire des photos des touristes, on place devant aujourd'hui une photo avec la même vue que celle qui existe, mais où le ciel est bleu et le soleil est présent. Alors, il y a plusieurs types d'événements de qualité de l'air.
Il y a d'abord l'événement typique de Londres, le fog de Londres, que l'on connaît depuis les années 50, qui a causé énormément de drames à l'époque. Ce sont essentiellement des particules liées à la combustion du charbon. Et puis il y a le smog de Los Angeles, qui lui est un smog non pas de particules, mais essentiellement d'ozone, lié à l'émission par les voitures d'oxyde d'azote et de composés organiques. Et aujourd'hui, si vous regardez vraiment les causes de mortalité, eh bien vous voyez que essentiellement la pollution joue un rôle important par rapport à toutes les autres sources de mortalité. Alors ce qui est intéressant, c'est que les Européens sont tout à fait à l'avant-garde dans ce domaine. Ils ont créé un service qui s'appelle Copernicus, qui allie à la fois des mesures par satellite qui permettent d'avoir ces conditions initiales dont je vous parlais, de modèles qui permettent de calculer et de faire des prévisions, et puis d'un système d'information qui diffuse essentiellement les prévisions à l'échelle globale de la planète. Alors voilà, par exemple, ça c'est pour les conditions initiales. Ce sont les mesures de satellite que l'on a aujourd'hui, ce sont les oxydes d'azote, et vous reconnaissez les endroits où ces concentrations sont particulièrement élevées. Elles sont liées à l'activité humaine. Voilà encore ici des oxydes d'azote mesurés de l'espace. Vous voyez très bien ce qui se passe en Chine, vous voyez ce qui se passe en Europe, dans la vallée du Pô, mais le nord de l'Europe, c'est pour ça que j'ai quitté la Belgique. Et voilà aussi ce qui se passe aux États-Unis. Alors, bon, voilà encore d'autres mesures plus ponctuelles. Alors, on va faire exactement comme pour la météorologie. On va prendre des satellites, on va prendre des mesures en surface, on va utiliser des modèles, on va essayer de mettre toute cette information ensemble dans un processus d'assimilation et on va prévoir l'évolution de la qualité de l'air. Alors, je vais vous montrer la prévision pour aujourd'hui. Pardon, c'est le 7 août, je me suis trompé. C'est celle pour aujourd'hui, c'est le 30 août. Oui, et vous voyez ici le monoxyde de carbone. Je vais vous montrer plutôt les oxydes d'azote, voilà, pour aujourd'hui. Et vous voyez les prévisions, effectivement, de haute valeur dans la vallée du Gange, ici en Chine, à d'autres endroits. Les feux de biomasse en Amérique du Sud et en Afrique, alors que c'est la saison sèche. Vous voyez aussi, par exemple, la côte californienne est polluée. Tout ça, nous avons ces informations au jour le jour. Voilà, par exemple, la colonne d'ozone qui est prévue pour aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est que nous voyons déjà de très faibles valeurs au-dessus de l'Antarctique qui commencent à apparaître. Ce sont les premiers signes du trou d'ozone qui se manifestent et que nous reverrons de manière plus intense dans les prochains jours. Et donc ça, ce sont des valeurs globales qui ne sont pas déterminées avec beaucoup de précision spatiale, avec beaucoup de résolution spatiale. Et donc ce que l'on fait en général, on essaye par des modèles plus régionaux de déterminer, par exemple, la qualité de l'air. Ben voilà, ici sont des prévisions pour Shanghai, des oxydes d'azote, de l'ozone. Il s'agit ici de plusieurs réalisations. Vous voyez cette courbe noire ou grise qui montre que l'on a aussi utilisé plusieurs modèles pour faire la prévision et qu'on a donc une espèce de valeur moyenne provenant de 9 modèles que l'on compare ici en rouge avec les observations qui ont été réalisées à Shanghai. Ça, c'était la prévision pour le 27 août. Donc, il y a un jour ou deux, j'ai pris ça sur notre site Internet. Et voilà ici maintenant, vous voyez la prévision pour Shanghai de particules, basse concentration. Il faisait très beau à Shanghai, où il pleuvait peut-être. Par contre, à Pékin, vous voyez qu'il y avait des particules en beaucoup plus grand nombre. Alors, je vais terminer par vous dire un mot sur peut-être quelque chose qui n'intéresse pas beaucoup les preneurs de décision, mais qui me paraît intéressant aussi. C'est regarder l'évolution à long terme
de l'évolution du climat à long terme, et en particulier se demander pendant combien de temps la Terre restera en fait habitable. La vie existe sur Terre depuis 3 milliards d'années. Pourquoi? Parce que nous avons eu pendant cette période tout le temps de l'eau liquide, et ça veut donc dire que les températures n'ont pas évolué de manière importante, alors que d'un autre côté, vous savez que le Soleil était beaucoup moins intense, 40% moins intense il y a 3 milliards d'années qu'aujourd'hui, et si l'on utilise aujourd'hui, si on réduit l'énergie solaire de 40%, on a une température de la planète de moins 20 degrés. Pourtant, à cette époque, manifestement, la température était bien au-dessus. La Terre a été donc régulée par des processus internes à son évolution, et en particulier, il y a eu au cours de l'histoire, il doit y avoir eu au cours de l'histoire, une espèce de thermostat. Voilà d'ailleurs ici, ça c'est la température actuelle de la Terre, à peu près 15 degrés. Ça c'est le zéro absolu, le 0 degré, donc ici on est dans l'eau n'est plus liquide. Et voilà l'évolution ici de la luminosité solaire quand on retourne en arrière vers 3 milliards d'années où la vie a commencé. Si on calcule la température qui aurait dû être de fait dans l'atmosphère, on voit que la température devait être à peu près de l'ordre de moins 20 degrés, ce qui n'est évidemment pas le cas. Il y a donc des phénomènes qui existent sur Terre. Je ne vais pas vous les décrire, mais certes, c'est beaucoup discuté. C'est l'évolution du cycle du carbone à long terme, aussi peut-être le rôle de la biosphère. Mais donc on peut se poser la question, puisque le Soleil va devenir de plus en plus intense et que notre Terre est dans une zone habitable, celle où l'eau est liquide, que va-t-il se passer lorsque le Soleil deviendra plus intense? Si le flux solaire augmente, la température va augmenter, l'évaporation va augmenter. L'évaporation, c'est de l'eau dans l'atmosphère. L'eau, c'est un gaz à effet de serre. Il risque d'avoir un emballement de la planète. Pas pour demain, mais... Alors voilà ici quelques calculs qui sont faits grâce à des modèles mathématiques qui vous montrent que voici aujourd'hui la quantité d'énergie solaire que nous recevons. Imaginons qu'elle augmente un peu, comme nous y attendons, puisque nous savons que le Soleil évolue. La température pourrait à un moment donné monter terriblement et faire en sorte que, même si dans ce cas-ci, si par exemple la radiation solaire augmentait, ou l'énergie solaire que nous recevons augmente de 6%, nous aurions une espèce de, ce que les Américains appellent un run-off, c'est-à-dire un emballement du système, et nous sortirions de la zone d'habitabilité. Je dis ça simplement parce qu'il ne faudra pas beaucoup d'augmentation. Je rappelle que le Soleil est 40% plus intense qu'au début disons au moment où la vie est intervenue. Si nous augmentons de 6% dans ce modèle, la Terre va s'emballer de manière importante, le climat va s'emballer et nous allons sortir, d'après ce modèle, de la zone d'habitabilité de la planète. Voilà ce que je voulais vous dire, parce que tout ça, ce sont évidemment des modèles, mais ces modèles ont grand avantage, même s'ils sont très simples, même s'ils sont très conceptuels, d'ouvrir un débat sur l'évolution à long terme. Ce genre de choses pourra se passer peut-être dans 1 milliard d'années. Ce n'est pas pour demain, ça n'a rien à voir avec les prochaines décennies et les prochains siècles, mais en réalité, nous sommes là, les hommes, la vie, pour un certain temps, et ce n'est pas éternel, manifestement. Le Soleil est notre maître, et le Soleil évolue, devient de plus en plus intense, et à un moment donné, nous sortirons de la zone d'habitabilité de la planète. Heureusement, nous avons encore beaucoup de temps avant que cela ne se passe. Voilà, merci beaucoup.